Bienvenue dans Nomadness, le podcast de celles et ceux qui rêvent d'un mode de vie nomade où le voyage occupe une place permanente. Je suis Chloé et chaque semaine, je vous fais découvrir un nouvel aspect du mode de vie nomade en solo, en vous partageant une réflexion, des conseils, des bons plans ou une rencontre. Ensemble, on explore les voies pour créer un mode de vie nomade en solo sur mesure et lever toutes les barrières mentales, sociales et logistiques qui freinent notre passage à l'action. Ma passion, c'est le voyage, c'était notamment le voyage lointain, et mon engagement, c'est l'écologie. On peut se poser la question de comment vivre toutes ces sensations qu'on recherche dans le voyage lointain, tout en étant près de chez soi. Dans cet épisode, je reçois Nicolas Breton. Il est spécialiste du voyage responsable et puis lui-même nomade depuis plus de 3 ans. Donc il s'est beaucoup interrogé tout au long de sa vie sur la contradiction entre sa passion pour le voyage et ses convictions écologiques. Il nous partage le fruit de ses réflexions qui l'ont mené à explorer autrement aujourd'hui, plus près, plus lentement et puis encore plus consciemment. On va parler de la manière dont on peut retrouver les plaisirs du voyage lointain sans prendre l'avion, en repensant son rapport au voyage, comme Nicolas le dit, en réenchantant la proximité. Et tout ça avec énormément de ressources concrètes, de solutions pratiques pour voyager plus responsable que Nicolas nous partage. Bref, voyager loin, c'est bien, mais voyager près de chez soi, ça peut être au moins aussi bien pour les voyageurs occasionnels comme pour les nomades d'ailleurs. Et ça, Nicolas nous le partage aujourd'hui. Allez, bonne écoute! Salut Nicolas, bienvenue sur le podcast Nomadness. Je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui. Est-ce que tu peux peut-être commencer par te présenter? Salut Chloé, merci pour l'invitation. Donc, je m'appelle Nicolas Breton, je suis passionné de voyage depuis plusieurs années et je suis engagé en faveur de l'écologie et sensible à la justice sociale. Et donc, pour allier ma passion et mon engagement, je teste régulièrement des nouvelles façons de voyager en cherchant à réduire mon impact écologique tout en me faisant plaisir. Et aujourd'hui, je partage ces nouvelles façons de voyager pour les rendre plus accessibles et plus attrayantes. Donc concrètement, je suis co-gérant de la maison d'édition Via Tao, qui publie les guides Tao, les premiers guides de voyage engagés dans une démarche de tourisme durable. Et j'interviens également en conférence pour partager mon expérience de voyage plus responsable ou partager des conseils pratiques pour voyager autrement et de façon durable. Et à titre personnel, je suis nomade depuis 3 ans. Étant donné que j'ai besoin simplement d'un ordinateur et d'une connexion Wi-Fi pour mon travail, je bouge pas mal, mais je suis nomade en restant en France. Je passe la plupart de mon temps dans 4 lieux différents, dans le Loiret, près d'Orléans, à Montpellier, dans la Drôme, à Crest et en Bretagne. Ok, super chouette. Bon, avec tout ce que tu viens de dire, il y a énormément de choses dont on peut parler aujourd'hui, dont on va parler d'ailleurs. Peut-être qu'on peut commencer par un long voyage que tu as réalisé il y a un moment maintenant, je crois. Tu es parti 15 mois en sortant donc un peu des normes, des conventions du tourisme classique autour du monde. Et tu en as écrit un livre qui s'appelle Hors des sentiers battus. Donc, je mettrai la référence en description pour les auditeurs et les auditrices qui seraient intéressés. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce voyage, de ta démarche, de l'expérience en elle-même et puis de ce qu'elle t'a apporté? Ah oui, effectivement, ça commence à faire, mais c'était une grande expérience pour moi. C'était en 2013, je suis parti voyager seul avec mon sac à dos pendant 15 mois en Asie du Sud-Est, en Inde, au Zimbabwe et en Amérique du Sud, de l'Argentine à la Colombie. Et l'objectif de ce voyage pour moi, c'était de sortir des sentiers battus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire voyager dans des lieux non touristiques, mais pas uniquement. C'est aussi tester d'autres façons de voyager, distinctes du tourisme classique, comme faire de l'autostop, du couchsurfing, du woofing, du tourisme solidaire, etc. C'est aussi aller à la rencontre des autres, c'est-à-dire partager le quotidien des locaux et s'immerger dans de nouvelles cultures. C'est aller à la rencontre de moi-même pour que le voyage soit également initiatique. Et puis, c'est se laisser porter par les imprévus et parfois partir là où j'avais pas décidé d'aller. Et puis, j'avais aussi pour objectif de prendre conscience de l'impact de mon voyage, c'est-à-dire de chercher à réduire mon impact d'un point de vue écologique et de le rendre plus positif d'un point de vue social.
Donc j'ai essayé vraiment de sortir des normes et des conventions du tourisme classique pour expérimenter d'autres façons de voyager, ce qui m'a permis de vivre de belles expériences. Par exemple, j'ai logé chez l'habitant dans différents continents, j'ai été figurant à Bollywood, j'ai médité et pratiqué le yoga en Inde, je suis allé dans la savane au Zimbabwe alors que c'était pas du tout prévu, j'ai traversé le nord de l'Argentine en autostop, effectué un volontariat avec une communauté indigène en Amazonie. J'ai aussi effectué un voyage chamanique avec l'ayahuasca au Pérou. J'ai navigué sur le fleuve Amazon. J'ai travaillé en échange du gîte et du couvert en Colombie. Donc plein d'expériences un peu différentes de celles qu'on peut vivre quand on voyage sur du court terme. Et donc forcément, après toutes ces expériences, je suis rentré avec de nouveaux yeux. Et ce que je retiens profondément de ce voyage, ce sont pas forcément les visites et les paysages, mais les expériences que j'ai vécues, les anecdotes un peu folles que j'ai pu vivre et puis les rencontres incroyables que j'ai pu faire, des gens vraiment hors du commun, avec des parcours de vie incroyables, des points de vue atypiques. Et toutes ces rencontres et ces expériences, elles m'ont appris bien plus que n'importe quelle formation. Ce que je veux me dire, c'est qu'à l'école, on m'avait enseigné une vérité. Et à l'école du voyage, j'ai appris différentes vérités, différentes réalités. Et je pense que si je n'étais pas sorti des sentiers battus, je n'aurais pas vécu toutes ces expériences qui m'ont vraiment tant apporté. Et je n'aurais pas rencontré toutes ces personnes qui m'ont inspiré. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu partager tout ça à mon retour de voyage. Et j'ai rédigé effectivement un ouvrage qui s'appelle Hors des sentiers battus, découvrir le monde autrement, dans lequel je raconte toutes ces aventures sous forme de récits de voyage. Et je propose aussi à la fin de chaque chapitre des informations pratiques pour vivre des expériences similaires. C'est une expérience incroyable. Moi, j'ai commencé à lire ton livre, mais je ne l'ai pas signé encore. Mais en tout cas, je le recommande chaudement. Et pour tout ce qui... Justement, pour le fait que tu inspires toi, comme toi, tu as été inspiré à travers de ton expérience, ça, je trouve ça vraiment chouette. Merci. Et du coup, donc, tu disais en introduction que tu étais nomade essentiellement en France aujourd'hui. Donc, comment est-ce que tu en es arrivé là, c'est-à-dire de partir du voyage lointain, d'expériences extrêmement atypiques, à finalement revenir près de chez toi? Est-ce que tu n'es pas un peu frustré parfois de plus voyager physiquement loin? Comment tu le vis tout ça? Alors, effectivement, je voyage plus près de chez moi aujourd'hui parce que ma passion, c'est le voyage et c'était notamment le voyage lointain et mon engagement, c'est l'écologie. Je pense qu'on court à notre perte si on ne relève pas le défi de l'écologie. Et tout ça, c'est un peu contradictoire, notamment en ce qui concerne le voyage loin à l'étranger, qui n'est pas toujours écologique. Donc, je me suis souvent retrouvé dans une sorte de conflit intérieur entre mes envies de voyage et mes valeurs, ce que j'appelle la contradiction du voyageur écolo. Et donc, pour concilier les plaisirs du voyage et mes convictions écologiques, j'ai quasiment arrêté de voyager loin. Pourquoi ? Parce que j'ai pris conscience de l'impact écologique considérable des trajets en avion. Je vais donner quelques chiffres. Le transport, ça représente près de 70% des émissions de CO2 du secteur du tourisme en France, selon l'ADEME. Et ces émissions sont principalement dues au déplacement en avion et en voiture. Donc plus on va partir loin, moins notre voyage va être écologique. Et un autre chiffre pour préserver les conditions de vie sur Terre, c'est-à-dire contenir le réchauffement climatique à 1,5 degré d'ici la fin du siècle, chaque Français devra émettre d'ici 2035 3,5 tonnes de CO2 par an, toute activité confondue, d'après le GIEC. Et moi, j'ai fait mes petits calculs pour mon voyage de 2013 dont je viens de parler. Même si j'ai essayé de réduire au maximum mes trajets en avion, j'ai pris 6 avions au total. Et j'ai émis environ 12 tonnes de CO2. Donc juste avec ces 6 avions, sans le reste, sans la nourriture, les transports en bus sur place, etc., j'ai consommé presque 4 fois l'empreinte carbone que je devrais consommer sur toute une année. Donc voilà, j'ai beau faire des efforts dans mon quotidien, à partir du moment où je mets le pied dans l'avion, tous les efforts écologiques que j'ai pu faire dans l'année s'envolent. Et de là, un simple constat s'offrait à moi, c'est de dire j'ai déjà assez voyagé, j'ai déjà assez pris l'avion, je me suis fait plaisir. Maintenant, le voyage en avion à l'étranger doit rester exceptionnel. Et je voyage principalement en France et en Europe. Alors comme tu me demandais sur le fait d'être frustré de ne plus voyager loin,
Effectivement, au début, ce constat de me dire: «Ah, j'arrête de voyager loin», ça m'a rendu un peu triste parce que j'aime ça, le voyage lointain. Heu, Parfois, je peux me sentir frustré. Des fois, je me dis: «Ah, j'aimerais bien, retourner en Amérique latine parce que j'adore l'Amérique latine, je rêverais d'aller au Japon». Et puis, comme au fur et à mesure de mes voyages, j'ai trouvé plein d'idées pour, vraiment ressentir le voyage lointain près de chez moi. Maintenant, j'arrive à vivre tellement d'aventures, en France, en Europe qui sont incroyables et qui me contentent pleinement que cette frustration, elle se dissipe et je me rends compte que je peux être heureux, à voyager près de chez moi et puis il y a toujours des solutions. Par exemple, j'ai envie de retourner en Amérique latine, parce que j'adore la culture latino et quand je suis à Montpellier, il y a plein de latinos qui organisent des événements, donc j'y vais, j'ai l'impression d'y être. Ou alors, il y a la contrainte écologique, elle peut parfois me permettre de créer de nouveaux rêves. Par exemple, on me dit: quand j'aurai un peu de temps, je pourrais retourner en Amérique latine, mais en voilier, parce que c'est plus écologique et ça serait de l'occasion de vivre une belle aventure. Ou à un moment, mais bon, c'était avant le covid, maintenant c'est plus difficile, je m'étais dit: au Japon, je pourrais essayer d'y aller en train, en prenant le transsibérien. Voilà et puis je m'interdis pas totalement, de partir loin non plus. Je me dis que peut-être un jour j'irai au Japon en avion, mais quand j'irai, vu que je souhaite plus beaucoup prendre l'avion, j'y resterai plusieurs mois et ça sera vraiment un grand et un beau voyage. Donc l'idée, c'est vraiment de privilégier, la qualité à la quantité. OK, il y a plein d'éléments hyper intéressants, que tu donnes là. Je trouve ça encore une fois super inspirant et j'aime beaucoup l'approche qui est assez déculpabilisante, je trouve, de dire: «OK, j'ai conscience que j'ai beaucoup consommé pendant mon voyage et je vais essayer de faire mieux, en ayant conscience de ma consommation». Tu parlais de l'ADEME, donc pour, les auditeurs, auditrices qui ne connaîtraient pas, c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et ils ont notamment, un calculateur qui permet d'estimer les émissions de CO2, donc notamment liées à l'avion, mais pas que, aussi dans la vie quotidienne. C'est assez pratique et assez ludique comme outil. Donc voilà, je pense que ça peut être utile aussi pour prendre conscience de son impact. Donc justement, parmi tout ce que tu as dit, est-ce que tu aurais d'autres outils? Donc là, j'ai parlé de l'ADEME, mais j'imagine que toi, qui en plus travailles pour une maison d'édition qui produit des guides de voyage responsables, tu dois connaître d'autres ressources qui peuvent être utiles pour construire un mode de voyage plus responsable. Est-ce que tu en aurais à partager avec nous aujourd'hui? Oui, j'en ai pas mal. Alors, je vais plutôt, effectivement des ressources pour moi. Voyager de façon plus responsable passe aussi par, le fait de voyager plus près, de chez soi et donc j'ai des ressources pour aussi, ressentir les plaisirs, du voyage, lointain, près de chez soi. Hem, c'est même une démarche, un état d'esprit. Déjà, pour repartir sur mon expérience, je me suis posé la question de pourquoi je voyage et pourquoi le voyage lointain m'apporte tant de plaisir. Donc j'aime voyager loin pour 3 raisons principales, pour me dépayser, m'émerveiller, pour aller à la rencontre d'autres cultures et pour vivre l'aventure et ensuite, on peut se poser la question de, comment vivre toutes ces sensations qu'on recherche dans le voyage lointain, tout en étant près de chez soi? Par exemple, pour le fait de se dépayser, de s'émerveiller, en France, on a un magnifique pays avec une diversité de paysages, de patrimoine incroyable. Donc c'est assez simple, on peut même se sentir à l'étranger en étant en France, par exemple, et il y a des paysages dignes du Colorado, si on part, dans les ocres de Rustrel, dans le Vaucluse. Si on veut un temple au Cambodge, on peut aller au palais idéal, du facteur cheval dans la Drôme et cetera et pour ça, je recommande un super lien, c'est, l'explorateur d'alternatives de voyages lointains réalisé par le média Le Monde. Donc il suffit d'écrire sur, votre moteur de recherche, «Faites le tour du monde sans quitter l'Europe», normalement vous le trouverez et il propose 100 destinations pour faire le tour du monde sans quitter la France et l'Europe. J'aime beaucoup ce lien du Monde, du site internet du Monde. Et puis, si on veut se dépayser en dehors de la France, on peut utiliser effectivement d'autres moyens de transport que l'avion et la voiture, des moyens de transport plus écologiques. Alors déjà, effectivement, il y a des comparateurs, qui existent. Tu as cité, celui de l'ADEME.
Il y a des sites internet comme Rome to Rio, donc ça s'écrit ROME 2 Rio, RIO, pour, par exemple, on se dit, bah, je veux aller de Paris jusque à Bucarest, et il va proposer tous les différents modes de transport pour y aller, les connexions, etc. Donc ça permet d'avoir une première vue sur comment y aller, les différents modes de transport. Et ensuite, il y a des sites internet comme celui de l'ADEME ou le site internet de Green Tripper, où on peut en fait se dire, bah voilà, si je vais de Paris à Bucarest en avion, quelle va être l'empreinte carbone? Si j'y vais en voiture, ça va être telle empreinte carbone. Si j'y vais en train, telle empreinte carbone. Ça permet d'avoir une première vue aussi sur les émissions du trajet. Donc il y a le train qui se développe bien en Europe. Il y a plein de possibilités pour voyager en train en Europe aujourd'hui. Par exemple, on peut même aller en Sicile ou en Grèce en train, ou en Écosse. Il y a aussi pas mal d'astuces pour voyager moins cher en train. Nous, on a publié l'année dernière le guide Tao Europe sans avion, dans lequel on propose toutes les alternatives à l'avion pour se déplacer en Europe, des astuces pour voyager moins cher en train, et puis des milliers d'expériences de voyage éco-responsables dans 10 pays européens. Il y a le bus aussi qui est intéressant, qui est le mode de transport collectif le plus accessible financièrement et le deuxième mode de transport collectif le plus écologique après le train. Donc c'est pas mal aussi pour les petits budgets. On peut faire des trajets de nuit, souvent il y a des grands trajets de nuit, ça permet de faire passer le temps. Donc il y a des comparateurs de billets d'autocar qui existent comme Comparabus, Check My Bus ou Tic Tac Trip. Bien sûr, il y a le covoiturage qu'on peut utiliser, qu'on connaît tous. Blablacar est présent dans tous les pays du monde. On peut voyager en ferry. Alors c'est loin d'être le transport le plus écologique, mais ça reste plus écologique que l'avion, et c'est souvent la seule alternative à l'avion pour se rendre dans certaines destinations, notamment les îles. Donc là, pareil, pour réserver un billet de ferry, on peut passer par un comparateur de billets de ferry comme Direct Ferry, Aferry ou Ferry Online. Il y a le voilier aussi. Alors soit on peut effectuer des traversées avec une compagnie maritime. Par exemple, dorénavant, la compagnie Selcop propose d'aller en Amérique du Nord en voilier. Donc là, elle va proposer ses premiers trajets. Ce sont des voiliers cargo. Alors, c'est un budget, mais on part, alors je sais plus, je crois que c'est Le Havre, et on va jusqu'à Baltimore. Ils proposent aussi des traversées en voilier pour aller en Corse. Et sinon, il y a le bateau stop. Donc le bateau stop, l'idée c'est de trouver un capitaine qui est prêt à vous accepter à bord de son embarcation en échange de votre aide sur le voilier, comme assurer l'écart ou les tâches quotidiennes. Et pareil, il y a plein de sites internet, de bourses aux coéquipiers qui existent pour être en contact avec un capitaine. Donc voilà, ensuite la deuxième raison, moi, qui me pousse à voyager, c'est d'aller à la rencontre d'autres cultures. Là, on se dit que c'est peut-être plus difficile en France. Alors c'est vrai que dans notre pays, on ne retrouve pas l'immersion culturelle qu'on peut trouver à l'étranger, mais on peut trouver une diversité de modes de personnes, de modes de vie et de culture incroyables. Et pour rencontrer toutes ces personnes, selon moi, il n'est pas forcément nécessaire de sortir de son pays, mais plutôt de sortir de sa zone de confort. Par exemple, on peut rejoindre une association japonaise, sénégalaise, péruvienne, que ce soit à travers la musique, la gastronomie, le sport. Donc la France, c'est quand même un pays très multiculturel, donc on peut facilement vivre ces rencontres avec d'autres cultures. Moi, j'utilise aussi le site internet Meetup pour participer à des échanges linguistiques. Sur ce site internet, dans plusieurs grandes villes de France, il y a des soirées d'échanges linguistiques qui sont proposées pour pratiquer l'anglais, l'espagnol ou d'autres langues. C'est un bon moyen de rencontrer des personnes d'autres pays, parce que les étrangers, ils utilisent beaucoup ce site internet. Moi, dans ces soirées, honnêtement, j'ai dû rencontrer plus de 100 nationalités différentes en restant en France. Alors, il y a Meetup, il y a aussi, il me semble, Polyglot Club, site internet qui propose ça, et Blabla Exchange. Et puis, on peut aussi rencontrer d'autres cultures en restant chez soi, dans son appartement. Par exemple, en accueillant des voyageurs de passage via les réseaux d'hospitalité comme le Couchsurfing. Moi, chez moi, j'ai partagé mon quotidien avec des Iraniens, des Lituaniens, Touaregs du Niger. Et en restant sur mon canapé, je suis parti voyager très très loin.
Et puis on peut aussi rencontrer d'autres cultures. Selon moi, c'est aussi rencontrer des personnes françaises, mais qui vivent différemment, qui ont un autre mode de vie. Par exemple, près d'Alès, dans le Gard, j'ai passé quelques jours avec des nomades et des sans-domicile qui ont investi un village abandonné dans la colline et qui vivaient en totale autonomie. Ils dormaient dans des maisons abandonnées, du hameau, dans des vannes ou dans des cabanes en bois qu'ils ont construites de leurs mains. Et avec eux, j'étais vraiment loin de mon quotidien. Ça a bousculé mes habitudes, mes certitudes, mes croyances, de la même façon que lorsqu'on rencontre une autre culture. Et puis, le dernier point pour lequel j'aime voyager, c'est pour vivre l'aventure. Et au fur et à mesure de mes voyages, je me suis rendu compte qu'il y a, pour moi, 3 manières de vivre l'aventure près de chez soi. La première, c'est l'itinérance. Par exemple, la randonnée, quand on randonne sur plusieurs jours, vraiment, moi, je sens l'aventure, j'ai l'impression de vivre l'aventure. En France, il y a 500 sentiers de grande randonnée qui existent, qu'on peut retrouver sur le site de la Fédération française de randonnée ou sur le site MonGR. Il y a l'itinérance à vélo aussi. Donc pareil, en France, il y a environ 60 itinéraires cyclables longue distance. Il y aurait aussi des itinéraires cyclables longue distance en Europe qu'on appelle les Eurovélos. Moi, pour les débutants, je recommande la Loire à vélo parce qu'il y a peu de dénivelé et c'est très très joli. Et on peut retrouver la carte détaillée des véloroutes sur le site internet de France Vélo Tourisme. Ensuite, il y a l'autostop pour vivre l'aventure. Alors là aussi, c'est un moyen de transport que moi j'affectionne particulièrement parce que ça permet de vivre la vraie aventure. On accepte en autostop de ne pas contrôler sa destinée. On ne sait pas où on va se retrouver le soir. Chaque nouvelle voiture, chaque nouvelle personne, chaque nouvelle journée est une surprise. Et on laisse un peu le destin décider à notre place. Par exemple, il y a 10 ans, j'étais parti avec une amie de Jargeau, près d'Orléans, donc de chez mes parents en autostop, avec pour objectif d'aller en Serbie pour rejoindre un festival de musique. Et c'était une aventure incroyable qu'on a vécue sans cramer notre bilan carbone. Alors, pour l'autostop, il y a des sites internet aussi qui existent comme Hitchwiki. C'est un site collaboratif de référence et on trouve pas mal d'informations sur la pratique de l'autostop dans chaque pays, des conseils, un forum, etc. Et pour l'autostop au féminin, il y a une rubrique spécifique sur le site internet Hitchwiki. Et il y a un site internet qui s'appelle globestoppeuse.com avec des conseils pour voyager au féminin et des retours d'expérience d'autostoppeuse. Il y a le canoë aussi qui est vraiment intéressant. Moi, je me suis acheté un canoë gonflable et parfois pendant une journée, 2 ou 3 jours, je pars naviguer sur la Loire, l'Ardèche, la Drôme, le Tarn, l'Hérault. Et quand je fais du canoë, parfois je me sens un peu comme dans le film Into the Wild, pour ceux qui l'ont vu au moment où il est au milieu du Grand Canyon et qui s'extasie. C'est vraiment une belle expérience. Donc là, pareil, on peut partir avec son propre matériel pour les initiés ou alors louer un canoë sur plusieurs jours. Il y a plein de loueurs qui proposent la location sur plusieurs jours. Et il y a un site de référence sur le canoë qui s'appelle auvive au pluriel.org. Il y a des itinérances qu'on peut réaliser en groupe aussi, comme par exemple la Madjack, qui sont des courses d'aventure en autostop, à vélo, en trek ou en canoë avec des centaines de personnes durant 2 à 3 jours dans des régions de France insoupçonnées. Et l'objectif, c'est de rallier un village dans lequel une grande fête est organisée à l'arrivée. Donc voilà, pour l'itinérance, il y a plein d'idées. Et puis, une deuxième façon de vivre l'aventure en France, pour moi, c'est d'aller à la montagne, parce que je trouve que c'est l'un des seuls environnements où j'arrive à retrouver l'inconnu et avoir l'impression de ne pas être en France, où je peux perdre mes repères de la même façon que je peux perdre mes repères d'occidentaux quand je suis à l'autre bout du monde. Et puis la troisième façon que j'ai trouvée pour vivre l'aventure à côté de chez moi, c'est de chercher des expériences insolites, excentriques, inhabituelles. Par exemple, ça peut être partir randonner dans l'espace naturel le plus proche de chez soi, mais la nuit. Parce que la nuit, c'est un autre monde, on explore un peu un nouveau monde, on affronte ses peurs. Et ça, c'est une aventure qu'on peut faire partout. Bien sûr, c'est bien de ne pas le faire seul quand même. Pareil, l'une des plus grandes aventures que j'ai vécues, c'était seulement à 20 km de là où j'ai grandi, en forêt d'Orléans. Je suis parti en pleine forêt pendant 2 jours, sans nourriture. J'ai mangé les plantes que j'identifiais, j'ai appris à faire du feu. Je me suis orienté avec une boussole
J'ai grimpé dans les arbres, j'ai dormi à même le sol sur un tapis de feuilles. Ça, c'était l'aventure et c'est comme si j'avais voyagé dans le temps à l'époque des chasseurs-cueilleurs. Et cette expérience, je l'ai vécue grâce à un stage de survie et de bushcraft avec un guide qui connaissait parfaitement la forêt. Pareil, ces stages de survie et de bushcraft, il y en a partout en France, dans chaque département. Donc, en étant créatif, en étant curieux et en tentant de sortir de sa zone de confort, on peut trouver plein d'idées, plein d'aventures, d'idées pour vivre l'aventure près de chez soi. Et puis, pour terminer là-dessus, il y a 3 petites philosophies de voyage que j'essaye de m'appliquer pour voyager loin près de chez moi. La première, c'est de réenchanter la proximité, de déconstruire le mythe qui nous dit que le voyage et l'aventure sont synonymes de contrées éloignées, et de regarder à nouveau ce qu'il y a autour de chez moi pour retrouver de l'exotisme près de chez moi. La deuxième petite philosophie que j'essaie de m'appliquer, c'est de chercher les plaisirs du voyage dans la sobriété, la lenteur et l'imprévu. Avant, quand je pensais à mon prochain voyage, j'avais tendance à me dire « Ok, j'ai 3 semaines de vacances, je vais en Dordogne ou au Maroc. Alors je regarde là-bas, il y a ça et ça à voir. Ok, il faut que je m'organise au mieux pour découvrir le maximum de choses possibles. » Et en fait, je me crée une liste de choses à faire comme au travail. Je réalisais souvent que finalement, découvrir ces 10 lieux à voir absolument ne me rendait pas forcément plus heureux. Donc maintenant, j'essaye de favoriser un slow tourisme qui permet d'aller vers la rencontre plutôt que juste de croiser des gens et qui permet aussi de se laisser davantage porter par l'inconnu. Et puis la dernière philosophie qui est pour moi la plus importante et que j'essaye d'appliquer à chaque fois maintenant, c'est de chercher des expériences plutôt que des destinations. Souvent, quand on pense à son prochain voyage, on se dit « Où est-ce que j'ai envie d'aller ?» Ça, c'est plutôt logique. Et maintenant, je me demande quelles expériences j'ai envie de vivre. Et ça change totalement ma façon d'aborder le voyage parce qu'en me posant cette question, c'est l'expérience qui m'amène à la destination et non l'inverse. Et l'avantage en cherchant des expériences, c'est que je me rends compte que ce que je souhaite vivre profondément est souvent accessible près de chez moi, dans mon propre pays. C'est hyper intéressant. Merci pour tous tes partages qui sont hyper riches et hyper précieux. Toutes les ressources que tu as mentionnées, je les mettrai en description pour que les auditeurs et auditrices puissent les retrouver. Et puis, d'ailleurs, c'est hyper intéressant. Ça questionne plein de trucs chez moi, dans ma manière de voyager aussi, et même dans ma manière de poser mes questions dans mon podcast, que j'ai une question qui revient souvent, dans tous les épisodes quasiment quand je fais une interview, c'est la destination coup de cœur de la personne. Et du coup, après ce que tu viens de dire, le fait d'abolir un peu la bucket list, qui je pense est une très bonne décision, j'ai envie de te demander quelle est peut-être ton expérience coup de cœur, ou tu dois en avoir des centaines, mais peut-être une expérience coup de cœur que tu aurais envie de nous partager aujourd'hui. Je vais essayer de chercher dans mes récentes expériences. Ça va être peut-être deux expériences coup de cœur que j'ai vécues cet été, l'été dernier, qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. La première, c'est une semaine de jeûne et randonnée. Donc, je suis parti dans le département de l'Ain et pendant une semaine, donc l'idée, c'est de ne pas manger, de jeûner en étant accompagné par quelqu'un et le matin, de randonner. Et ça a été une expérience assez coup de cœur récente parce que finalement, c'était... j'ai très peu l'habitude quand je pars voyager, de rester dans un même endroit, à part le matin en randonnée, mais de rester dans un même endroit et de juste se poser, rien à faire, même pas à manger. Et ça a été intéressant parce que c'était une expérience aussi intérieure. Le fait de pas manger, ça permet de voir ce qui se passe dans le corps. Et ça a aussi changé mon rapport à la nourriture. Donc ça a été une expérience très apprenante. Et finalement, ça n'a pas été si difficile que ça. J'étais étonné. Donc c'est aussi un défi qu'on se lance, comme on peut se lancer dans certains voyages, un défi sportif, mais là, un autre défi qui est le fait de ne pas manger. Donc ça, c'était une belle expérience. Et une autre expérience coup de cœur que j'ai vécue l'été dernier, c'est l'initiation à l'alpinisme, où je me suis retrouvé, donc plutôt de l'alpinisme rocheux, où je me suis retrouvé tout en haut des arêtes des montagnes, dans les écrins. Et c'était grandiose parce que là encore, comme je le disais, j'étais dans une vallée à la montagne où il n'y avait pas de réseau, donc pendant plusieurs jours coupé complètement du monde,
Ça n'arrive plus aujourd'hui de se retrouver 3-4 jours sans avoir internet, sans avoir de connexion téléphone. Ça fait du bien et d'être pleinement dans ce qu'on vit au quotidien et avec des paysages incroyables. Le fait de se retrouver sur les arêtes, ça permet d'avoir un autre point de vue sur la montagne. Et puis il y avait aussi le défi, la gestion de la peur, etc., à partir, à encorder, grimper les montagnes. Donc ça, c'était une belle expérience aussi que j'ai vécue récemment. Ouah, incroyable. Et peut-être pour contrebalancer, une expérience qui n'a pas été forcément bonne pour toi et peut-être expliquer pourquoi et ce que tu aurais fait différemment? Mmh. Bah, alors c'est une expérience, qui date un peu, mais au tout début de mon voyage, au long cours dont j'ai parlé tout à l'heure, c'était vraiment je savais pas trop. J'étais arrivé au Cambodge et c'était les premiers jours de mon voyage et je m'imaginais, vivre, dès le début, l'immersion et cetera et hem et je suis arrivé à la capitale, à Phnom Penh et donc après je me suis dit: «Je vais aller, au bord de la mer», donc je me suis retrouvé au sud du Cambodge et en fait, j'étais dans une sorte de station balnéaire, où il y avait, beaucoup de jeunes occidentaux qui venaient pour faire la fête. Les plages étaient bondées, je me faisais aborder une cinquantaine de fois pour acheter des trucs dans la journée et puis le soir, c'était, la fête dans une auberge de jeunesse avec plein d'occidentaux, qui venaient pour profiter des prix abordables et j'étais là, je me disais: «Mais waouh, je suis parti à l'autre bout du monde pour vivre l'immersion et je me retrouve dans cette situation». C'est un peu décevant, mais parce que j'avais du mal à savoir, comment faire autrement, comment lâcher un peu les recommandations, qu'on te donne, les premières recommandations. Donc ça a été, ouais, une expérience un peu mitigée. Mais ça m'a appris, après ça m'a permis de prendre sur moi, de me dire: «Allez, je vais aller, essayer de chercher plus loin pour pas revivre ça». Je trouve ça super intéressant ce que tu dis parce que je le ressens beaucoup aussi, ce mode de voyage que tu décris un peu à l'occidental, le fait de déporter son mode de vie ailleurs pour profiter notamment des prix bas sans s'immerger vraiment dans la culture locale. Je trouve que c'est assez typique, ou en tout cas c'est l'image qu'on a notamment des nomades digitaux. Donc en fait finalement toi tu es nomade digital aussi, Mmh. alors que tu vis pas du tout de cette manière-là et on reviendra après sur ton nomadisme. Mais du coup, je trouve ça intéressant de montrer et c'est hyper important pour moi de montrer qu'il y a d'autres façons de vivre son nomadisme, même quand il est digital, que de juste, voilà, déporter son mode de vie ailleurs, sans le changer, en fait. Mmh. Et peut-être, juste avant de parler justement, de ton nomadisme actuel, il y a quelque chose qui est très frappant chez toi, c'est ton goût pour, l'aventure, le fait de sortir vraiment de ta zone de confort de manière parfois, assez extrême. En tout cas, pour moi, il y a des expériences que tu as vécues qui me semblent, vraiment incroyables et je pense que j'aurais pas, en tout cas pas tout de suite, le courage de les tenter donc bravo pour ça. Mais tu as expliqué ce que tu retirais de ça et ce que ça pouvait t'apprendre et je voulais savoir si tu avais eu, bon, j'imagine que tu en as eu, mais une galère de voyage peut-être que tu voudrais nous partager. Comment tu t'en es sorti et ce que tu en as appris? Mmh. Oui, forcément, j'ai eu quelques galères de voyage hem, alors une galère de voyage, c'était en Inde, à Goa. Donc Goa, c'est un endroit, en fait, où il y a beaucoup d'export de bijoux, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'export de pierres précieuses ou de bijoux. Et donc j'arrive et puis je sympathise avec un Indien de mon âge. Heu, voilà, il était très sympa, mais je sais pas, je sentais un truc, mon intuition me disait: «Il y a un truc bizarre». Mais bon, je me suis dit: «Bon, il y a aucune raison, il est très sympa», donc j'ai un peu, laissé de côté cette intuition et puis, voilà, pendant 4 jours, des fois, on discute, on marche au bord de la plage et cetera et puis un jour, il me dit: «Est-ce que ça te dit de prendre,
le thé chez mon patron. Donc je savais qu'il bossait dans l'export de bijoux. Je lui dis bah ok, pourquoi pas et tout. Donc je pars avec lui. Il m'amène derrière son scooter. On arrive chez son patron, donc à une grande maison avec le bel escalier en marbre, etc. Donc il était là et puis il y avait 3-4 autres mecs qui étaient avec lui. Et je commence à discuter, à prendre le thé avec lui. C'est quelqu'un qui avait voyagé en Europe, il connaissait bien l'Europe, on discutait, on avait des bonnes conversations, c'était sympa. Et puis au bout de 1 heure, il commence à me dire bon bah on recherche des Européens pour nous aider à exporter nos bijoux sans payer les taxes. Donc voilà, on a une proposition. L'idée c'est que on fait un colis de bijoux, tu signes les papiers, tout ça avec tes documents d'identité et tu envoies le colis à la poste qui est près de l'aéroport Charles de Gaulle à Paris en disant que c'est pour ta famille, c'est des cadeaux, etc. Ensuite, quand tu arriveras à l'aéroport Charles de Gaulle, il y aura 2 collègues qui viendront te chercher. Tu iras avec eux, tu leur donneras le colis et ensuite ils te donneront 6 000 euros en liquide ou 6 000 $ en liquide. Voilà, comme ça, nous, on ne paye pas les taxes, etc. Donc, bah, moi, j'ai dit, bah non. Et là, il commence à être très insistant, à me dire, mais pourquoi tu veux pas? C'est que t'as pas besoin d'argent, c'est que t'as pas confiance en nous. Et donc, ils ont été très insistants à commencer à hausser le ton, à essayer voilà, de faire en sorte que j'accepte sous la pression. Et donc, bon, à un moment, j'ai dit à la personne qui m'avait amené en scooter, bon, c'est bon, maintenant tu me ramènes, j'en ai marre. Donc, j'ai dû moi aussi hausser le ton. Et puis, il m'a ramené, mais j'étais vraiment pas à l'aise parce que je savais pas du tout comment ça allait finir. Et puis, il m'a ramené et l'histoire c'est terminé. Il y a rien eu de plus, mais ce que j'en ai appris, bah, c'est que maintenant, j'écouterai davantage. Enfin, maintenant, j'écoute davantage mon instinct, mon feeling, et ça, c'est important en voyage. Quand on sent quelque chose, même s'il n'y a pas de raison, c'est toujours bien de suivre cet instinct. Wow, une expérience assez impressionnante. C'est drôle parce que enfin non, c'est pas drôle, mais je m'attendais à quelque chose qui soit lié à tes aventures outdoor, Ah oui. tu vois, genre je me suis retrouvée dans la forêt, j'avais pas à manger, j'avais froid, j'avais des moustiques, j'en sais rien. Et en fait, pas du tout. Donc, ouais, une bonne leçon sur l'intuition et je partage en plus complètement ton avis sur ce sujet-là. D'autant plus quand on voyage solo, je pense. C'est pas forcément évident. Mhm. Ok, du coup, on va peut-être revenir sur ton nomadisme actuel. Donc, tu disais, tu es en télétravail à 100% et que tu restais principalement en France. Donc, comment tu te loges? Comment tu te déplaces? À quelle fréquence? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça? Mhm. Alors effectivement, je vivais avant à Orléans, pas loin de là où j'ai grandi. Bon, j'ai vécu dans plein d'autres endroits aussi avant. Et je suis en télétravail depuis plusieurs années, donc comme j'ai la bougeotte, déjà quand je vivais à Orléans, j'y étais la moitié de mon temps. J'étais en colocation et à un moment, c'était la fin du bail parce que la propriétaire voulait reprendre la maison. Donc je me suis dit, bah, plutôt que de reprendre un logement parce que j'étais pas sûr de vouloir rester vivre à Orléans, je me suis dit, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes affaires dans un box et puis être le nomade le temps que je me décide sur de là où je vais vivre. Et puis ça me permettra de tester de nouveaux lieux. Ça fait plusieurs années, au final je suis toujours nomade, ça devait pas durer aussi longtemps. Bah, c'est parce que je me suis pas décidé de là où je souhaitais vivre. Mais je suis nomade en restant en France, c'est-à-dire que, comme je le disais, je passe la plupart de mon temps dans 4 lieux différents, près d'Orléans, Montpellier, la Drôme et la Bretagne. Mais surtout Orléans, Montpellier et la Drôme. Et pour me loger, ben en fait, soit je loue des appartements sur le court terme, donc pour 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, ça dépend. Soit je loge chez des amis. Et pour me déplacer, soit je prends le train, soit ma voiture, mais à chaque fois en prenant des covoitureurs pour essayer de toujours limiter l'empreinte écologique. Et ma voiture, j'ai un Peugeot Partner Tipeee. Donc c'est une grande voiture, un peu comme un berlingot, une Kangoo, dans laquelle j'ai un matelas installé. Donc c'est vrai que c'est pratique parce que des fois le week-end, quand je pars en nature,
Je peux dormir dans ma voiture pour 1 ou 2 nuits. Euh, et moi, ce qui me plaît aussi dans ce nomadisme, ce qui est intéressant, c'est que dans chacun de ces lieux, de ces 4 lieux, je vis des expériences différentes. Et donc, c'est comme si j'avais plusieurs vies. Quand je suis à Orléans, je profite de ma famille et de mes amis. Quand je suis dans la Drôme, je profite de mon meilleur pote qui est là-bas et de la randonnée en montagne. Quand je suis en Bretagne, je profite de mes amis et parfois des activités nautiques. Donc, je me suis déjà retrouvé parfois à randonner en montagne sous la neige un week-end dans la Drôme et puis de partir le week-end suivant sur un voilier en Bretagne. Et puis quand je suis à Montpellier, je profite de mes amis, de la randonnée, et puis du soleil, et puis de ce que la ville aussi de Montpellier a apporté en termes d'événements. Donc en fait, chaque lieu répond à différents besoins, à différentes envies. Et ça, c'est le côté intéressant de ce type de nomadisme que effectivement, je pourrais difficilement définir parce que je connais très peu de gens qui vivent de cette façon et je sais que c'est peu commun. Mais c'est chouette parce que finalement, t'as pas à choisir, t'as la ville, la montagne, la mer, un peu tous les aspects, et puis des cultures différentes aussi au sein du même pays. Donc, ouais, moi, je trouve ça inspirant et je pense qu'effectivement, quand on pense nomadisme, un peu comme quand on pense voyage, on pense loin, on pense étranger et que c'est important d'ouvrir les perspectives sur ce sujet-là. Ouais. Mais du coup, tu me disais, déjà, tu m'avais dit en off que tu envisageais quand même de te sédentariser, que justement, comme tu dis, tu as du mal à choisir. Qu'est-ce qui fait que tu ressens ce besoin finalement? Parce que je pense qu'aujourd'hui, ça m'apportera plus de sérénité. Je ressens le besoin d'avoir mon cocon, mon espace à moi. Depuis 3 ans et demi, j'ai aucun espace qui m'appartient, qui est à moi, où je me sens bien. Un endroit où il y a ma décoration, mes plantes, l'univers que je me suis créé. Et donc à chaque fois que je vais dans un lieu, comme là où je suis dans l'appartement où je suis actuellement, je dois m'approprier un nouvel espace. Je dois m'adapter à l'univers qui est proposé dans cet espace que j'ai pas créé. Donc il y a ce côté-là. Et puis après, il y a les côtés pratiques, notamment le fait que j'ai envie de me poser pour pouvoir effectuer à nouveau des activités, comme le fait de faire du théâtre, du sport, d'être bénévole dans une association. Ce sont des choses qui sont difficiles à faire quand on est nomade. Et puis aussi, parfois avoir un espace de travail confortable, avec mon écran qui est toujours dans mon box, une chaise confortable, etc. Des fois, j'ai envie de retrouver ça aussi, parce que depuis 3 ans, de travailler un peu partout, dans différents endroits où on n'est pas toujours bien installé, ça peut parfois manquer. Donc, je pense que j'ai besoin d'avoir quand même un endroit un peu ressource comme ça, avec mon univers, mon confort, pour ensuite toujours bouger, mais avoir retrouvé quand même cet univers. Ouais, avoir cette base, bien sûr, je comprends complètement cette sensation. Je la partage aussi d'ailleurs. Mmh. Et peut-être, pour terminer, 1-2 dernières questions. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui, comme tu dis, qui a la bougeotte, un peu comme toi, et qui voudrait peut-être être nomade, mais qui n'a pas franchi le cap? La première chose, ça serait de suivre son cœur, son instinct, et d'essayer de pas écouter les peurs créées par le mental, parce que souvent le mental, il se trouve des excuses pour ne pas sauter, pour ne pas franchir le cap. On a toujours des choses entre le boulot, la famille, les relations. On se dit, c'est pas le bon moment, mais en fait, si on écoute le mental, il y aura toujours quelque chose, ça sera jamais le bon moment. Je pense aussi d'accepter que être nomade, c'est sortir de sa zone de confort, et donc c'est aussi accepter le risque, l'inconnu, parfois l'ennui, et d'accepter aussi que ça sera pas toujours rose, de pas l'idéaliser, mais je pense que c'est important. Et puis alors c'est pas un conseil pour les personnes qui n'ont pas encore franchi le cap, mais peut-être ensuite, quand on devient nomade, de réfléchir à ses déplacements, pour tenter de limiter son empreinte carbone, parce que c'est vrai qu'en tant que nomade, on se déplace souvent plus que les sédentaires, et donc on peut avoir un impact carbone plus important que la plupart des gens.
Donc c'est bien de l'avoir en tête, d'y penser pour essayer de voir comment on peut parfois soit limiter ses déplacements ou soit se déplacer davantage en train, en bus par exemple. Voilà, avoir aussi ça en tête, ça peut être pas mal. Ouais, complètement. C'est la fameuse contradiction du voyageur écolo dont tu parles. Et d'ailleurs, pour celles et ceux qui écoutent le podcast, je vous invite à aller écouter le TEDx de Nicolas que je mettrai en lien dans la description. Donc, ça reprend les idées qu'il nous a partagées aujourd'hui. Et il y a des petites photos assez incroyables pour illustrer tes propos en plus. Donc, voilà, et je vous invite à aller jeter un œil. Je vous mettrai le lien en description encore une fois. Peut-être en un mot, qu'est-ce que ton nomadisme représente pour toi? Ça représente le fait de pouvoir vivre plusieurs vies en une seule vie. Waouh, c'est trop beau! C'est trop beau. C'est un idéal que je pense beaucoup d'entre nous rêvent d'atteindre. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter avant de conclure cette conversation? Bah, ça résume un peu ce que j'ai dit, mais voilà, pour moi, le lointain, c'est pas forcément une destination. Aller loin, c'est simplement sortir de sa zone de confort, même en étant à côté de chez soi. Donc on peut être nomade en partant à 50 km de chez soi et vivre l'aventure, ça peut aussi être possible. On peut être nomade, on n'est pas obligé de partir loin pour être nomade. Super, c'est un très beau mot de la fin, je trouve. Merci beaucoup, Nicolas, d'avoir partagé toutes tes expériences et ta vision avec nous aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode où on parlera des guides Tao, plus précisément, plus en détail, qui sont une ressource, je pense, vraiment très précieuse pour les personnes qui sont nomades, qui veulent l'être ou tout simplement qui voyagent. Donc, on reviendra en détail là-dessus la semaine prochaine. D'ici là, je te remercie énormément et puis on se dit à la prochaine fois. Merci beaucoup. À bientôt. Voilà, c'est la fin de l'épisode du jour. Si ça vous a plu, alors vous pouvez donner 5 étoiles au podcast et vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Si vous voulez suivre mes aventures nomades, ça se passe sur mon compte Instagram by Chloé V. Vous pouvez aussi me poser vos questions, me faire vos retours ou partager vos idées. N'hésitez pas à me contacter, je serai ravie de vous répondre et d'échanger avec vous. Allez, à très vite!